Bonjour, je m'appelle Sarah. Aujourd'hui, je vais vous lire l'histoire de Judy qui s'intitule « Je suis entrée dans le jardin de ma sœur et j'ai entendu, j'espère qu'elle a eu un accident et qu'elle ne viendra pas. » Toute ma famille a éclaté de rire. Je ne suis pas partie. Je suis entrée comme si de rien n'était. Mais le lendemain, leur vie a changé. Allons-y. Je m'appelle Judy, j'ai 45 ans et je vis seule dans ma maison à Annecy, en Haute-Savoie. Je suis divorcée depuis environ 5 ans. Ce n'était pas un mauvais divorce, simplement deux personnes qui réalisent qu'elles veulent des choses différentes dans la vie. Nous avons tout partagé équitablement et pris des chemins séparés. Mon ex-mari s'est remarié il y a 2 ans et est parti vivre dans le sud, à Nice. J'étais heureuse pour lui. Une seule chose m'a toujours laissé un goût amer, je n'ai jamais pu avoir d'enfant. Nous avons essayé pendant des années, mais cela n'a jamais fonctionné. Après le divorce, j'ai fini par accepter la situation. Je me suis concentrée sur d'autres aspects de ma vie. Il me restait ma famille, mes parents, septuagénaires mais encore en bonne santé, et ma sœur cadette, Claire, 38 ans. Claire a toujours été la préférée. Elle s'est mariée jeune, a eu 2 beaux enfants, une fille, Emma, 14 ans, et un garçon, Théo, 10 ans. Après mon divorce, je me suis retrouvée avec une belle somme d'argent. Mon ex-mari et moi avions beaucoup travaillé et bien épargné. La maison que j'ai gardée était déjà payée, et j'avais de bonnes économies et quelques placements. Je n'avais plus besoin de travailler, je vivais confortablement grâce aux intérêts de mes investissements. Je voyageais parfois, je faisais du bénévolat dans une banque alimentaire locale, et je faisais des dons à des associations qui me tenaient à cœur. J'essayais d'être une bonne tante et une fille attentionnée. J'aidais ma famille chaque fois qu'ils avaient besoin de moi. Il y a quelques années, Claire et son mari voulaient acheter une maison, mais ils n'avaient pas assez pour l'apport. Je leur ai donné 40 000 € de mes économies. Ils étaient si reconnaissants. Du moins, c'est ce que je croyais. Ce samedi de fin d'été, Claire organisait un barbecue familial dans la maison que je l'avais aidé à acheter. Ce matin-là, j'avais préparé une tarte aux pêches maison, ma spécialité. Je suis partie vers 14 heures. En arrivant, je me suis garée dans la rue et j'ai marché jusqu'à la porte du jardin, mon plat entre les mains. Le portillon était fermé, mais j'entendais les voix derrière. J'allais l'ouvrir quand j'ai clairement entendu la voix de Claire. « Elle est où Judy ?» demanda-t-elle. Quelqu'un répondit, mais je ne distinguais pas les mots. Puis Claire rit et dit « J'espère qu'elle a eu un accident et qu'elle ne viendra pas. » Et tout le monde a ri. Plusieurs voix. J'ai reconnu le rire de ma mère, celui de mon père aussi. Son mari, Marc, et même les enfants. Je suis restée figée, la tarte dans les mains, le cœur battant. Pendant un instant, j'ai pensé faire demi-tour, mais je ne l'ai pas fait. J'ai ouvert le portillon et suis entrée comme si de rien n'était. Personne ne m'a souri. Personne ne m'a salué. C'était comme ça depuis un moment déjà, mais je préférais me dire que j'exagérais. J'ai posé ma tarte sur la table du buffet, puis je me suis assise au bout, sur une chaise pliante vide. Mes parents étaient à l'autre extrémité. Ils m'ont jeté un bref regard et ont hoché la tête. Pas de bise, pas de mots gentils. Claire et Marc étaient près du barbecue, sans même me regarder. Emma et Théo jouaient dans le jardin et passaient devant moi comme si je n'existais pas. Je suis restée là 3 heures. Je n'ai rien mangé. J'ai seulement bu de l'eau, en observant les autres rire, parler, profiter. Ils agissaient comme si j'étais invisible. Quand la fête s'est terminée, j'ai aidé à ranger, débarrasser, essuyer les tables, jeter les déchets. Claire ne m'a pas remerciée. Personne ne l'a fait. La tarte avait disparu, pas une miette. Mais aucun mot à ce sujet. Je suis partie sans dire au revoir à personne. En rentrant chez moi, je me suis allongée tout habillée, les yeux fixés au plafond, revivant cette phrase encore et encore. J'espère qu'elle a eu un accident et qu'elle ne viendra pas. Et tout le monde avait ri. Le lendemain matin, j'ai préparé un café et me suis assise à la table de la cuisine. J'ai repensé à tout ce que j'avais fait pour eux. Les 40 000 € pour la maison de Claire, les 3 000 € pour les bagues d'Emma, 1 500 € pour l'ordinateur de Théo, 20 000 € pour le nouveau toit de mes parents. Sans compter les vacances en famille, les cadeaux d'anniversaire et de Noël, les réparations de voitures, les factures médicales. Et malgré tout ça, ils souhaitaient que je sois morte. J'ai pris mon téléphone et appelé Rachel, une amie rencontrée pendant mon divorce. Elle est avocate, spécialisée dans les successions et la gestion de patrimoine. C'est elle qui m'avait aidé à organiser mes finances après ma séparation. Rachel, c'est Judy, ai-je dit quand elle a décroché. Je peux venir te voir? J'ai besoin de conseils. Apporte tous tes documents, m'a-t-elle répondu. Testament, procuration, tout.
Le lendemain matin, j'ai rassemblé mes papiers et conduit jusqu'à son cabinet. Elle m'a fait asseoir et m'a demandé d'expliquer. Je lui ai tout raconté, le barbecue, les propos de Claire, toutes ces années à les aider. Rachel a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai terminé, elle a feuilleté mes documents et m'a dit. C'est 40 000 € que tu as donné à Claire pour la maison. As-tu un accord écrit avec elle? Un contrat de prêt? Un document signé? Demanda Rachel. Non, répondis-je. Je le lui ai donné comme un cadeau. Rachel secoua la tête. Alors, légalement, tu ne peux pas récupérer cet argent. C'était un don sans condition. J'ai senti mon estomac se nouer. Donc elle garde tout après ce qu'elle a dit? J'en ai bien peur, dit Rachel. Mais on peut faire en sorte qu'elle ne reçoive plus rien de toi. On peut modifier ton testament et annuler toute procuration que tu lui as donnée. Je suis restée un moment silencieuse, réalisant que ces 40 000 € étaient définitivement perdus. Mais au moins, je pouvais empêcher qu'elle me prenne davantage. En rentrant chez moi cet après-midi-là, je me sentais un peu mieux. Au moins, j'avais agi. Mais la colère restait. Je me suis installée à mon bureau et j'ai ouvert mon classeur. J'ai relu tous mes documents. Mon testament, mes procurations, mes contrats d'assurance vie, tout. Et c'est là que j'ai pris conscience de l'ampleur du pouvoir que Claire avait sur ma vie. Elle figurait comme ma mandataire, elle pouvait prendre des décisions médicales si j'étais dans le coma. Elle avait accès à mes comptes bancaires. Elle était bénéficiaire de mon assurance vie. Et elle héritait de tout, en priorité. Mes parents venaient ensuite, puis Emma et Théo. J'ai eu la nausée. Ces gens qui espéraient que j'ai un accident, étaient censés tout recevoir. Le lendemain matin, je suis retournée voir Rachel, mon dossier sous le bras. Je veux annuler la procuration donnée à Claire, dis-je. Et je veux modifier mon testament. Je veux retirer mes parents, Claire et ses enfants de mes héritiers. Rachel me fixa longuement. Tu es certaine, Judy? Absolument. Très bien. Et à qui veux-tu léguer ton patrimoine alors? J'ai réfléchi un instant. Je ne sais pas encore. Peut-être à une gestionnaire professionnelle ou à des associations. Ce que je sais, c'est qu'aucun d'eux ne recevra plus rien. Rachel hocha la tête et commença à travailler sur les documents. Cela prit 2 heures. Nous avons tout vérifié ligne par ligne. Elle a retiré Claire de toutes les procurations, supprimé mes parents, Claire, Emma et Théo du testament, et modifié toutes les désignations de bénéficiaires. Quand tout fut prêt, j'ai signé chaque feuille. Rachel a fait authentifier les documents et m'en a remis des copies. Garde-les dans un endroit sûr, m'a-t-elle conseillé. Je suis rentrée chez moi plus légère. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais le sentiment de me protéger enfin. Dès mon arrivée, j'ai appelé un serrurier. Il est venu dans l'après-midi et a changé les serrures de mes 2 portes. Il m'a fait plusieurs copies des nouvelles clés, mais je n'avais pas l'intention d'en donner à mes parents ni à Claire. Le lendemain, je suis allée à ma banque. J'ai demandé à parler à la directrice, Sophie, avec qui je travaillais depuis des années. J'aimerais vérifier les utilisateurs autorisés sur mes comptes, lui ai-je dit. Elle a ouvert mon dossier sur son écran. Vous avez une carte supplémentaire au nom de votre sœur, Claire. Je veux la retirer immédiatement, ai-je répondu. Annulez sa carte, supprimez-la de tous mes comptes et refaites tout à mon nom uniquement. Je veux aussi changer toutes mes questions de sécurité, mon identifiant et mon mot de passe. Sophie a paru surprise, mais n'a posé aucune question. Très bien, je m'en charge tout de suite. Cela a pris environ 1 heure. Quand j'ai quitté la banque, je me sentais encore mieux. Quelques heures plus tard, mon téléphone a sonné. C'était Claire. Judy, qu'est-ce qui se passe? Lança-t-elle, la voix tranchante. Je viens d'essayer d'acheter des fournitures scolaires pour les enfants, et ma carte a été refusée. Je n'ai plus accès à ton compte. C'est normal, répondis-je calmement. J'ai supprimé ton accès. Quoi? Mais pourquoi? Parce que j'ai entendu ce que tu as dit au barbecue, Claire. Je t'ai entendu souhaiter que j'ai eu un accident. Et j'ai entendu tout le monde rire. Silence. Puis elle dit. C'est absurde. Tu as du mal entendre. J'ai ri. Je ne suis pas sourde, Claire. J'ai très bien entendu. Toi, les enfants, nos parents. Tu exagères, a-t-elle dit. Non. J'en ai fini d'être ton distributeur automatique. Ne m'appelle plus. Et j'ai raccroché. 30 minutes plus tard, le téléphone s'est remis à sonner. Mes parents d'abord, puis Marc, le mari de Claire. Je n'ai répondu à aucun appel. Ensuite, les messages ont commencé à pleuvoir. Ma mère m'écrivait que j'étais déraisonnable.
Mon père que je dramatisais. Marc me disait de penser aux enfants. Je n'ai répondu à personne. Le lendemain, j'avais rendez-vous avec un notaire spécialisé en immobilier, recommandé par Rachel. Il s'appelait David Morel. J'ai apporté tous mes papiers, titres de propriété, taxes, factures, tout. Je veux placer ma maison dans une fiducie, lui ai-je expliqué. Je ne veux pas que ma famille y ait accès, ni de mon vivant ni après ma mort. David hocha la tête. Une fiducie viagère conviendrait. Vous seriez la gestionnaire et bénéficiaire tant que vous vivez. Ensuite, le bien serait transféré à la personne ou à l'organisme de votre choix. Je ne veux qu'il aille à personne, dis-je. Je veux qu'il soit vendu après ma mort et que tout l'argent soit reversé à des associations caritatives. David parut étonné, mais nota simplement. Très bien. Et j'imagine que vous souhaitez aussi retirer votre sœur de tout ce qui concerne cette propriété? Exactement. Retirez-la de tout. Nous avons passé près de 2 heures à tout préparer, vérifier, signer, définir les conditions. Quand ce fut terminé, David me remit un dossier. Voici le dossier complet de votre fiducie. Gardez-le en lieu sûr. Je l'ai remercié et suis parti. En rentrant chez moi, je venais à peine de passer la porte quand j'ai entendu une voiture se garer devant. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu Claire et Marc descendre. Ils sont venus jusqu'à ma porte et ont frappé. Je n'ai pas répondu. Claire a frappé de nouveau, plus fort. Judy, ouvre la porte. Il faut qu'on te parle. Je suis restée silencieuse. Puis j'ai entendu une clé essayer de tourner dans la serrure. Claire essayait d'utiliser son ancienne clé, celle qui ne fonctionnait plus depuis que j'avais fait changer les serrures. Mais qu'est-ce que, a-t-elle dit? Elle a changé les serrures. Elle s'est mise à tambouriner contre la porte. Judy, je sais que tu es là. Ouvre cette porte tout de suite. Je suis allée au salon, j'ai allumé la télévision et monté le son. Je me suis assise pour regarder une émission de cuisine, pendant que Claire criait dehors. Finalement, ils ont abandonné et sont repartis. Quelques jours plus tard, mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. J'ai failli ne pas décrocher, mais quelque chose m'a poussé à le faire. Tata Judy? C'était une voix jeune. Emma. Salut Emma, qu'est-ce qu'il se passe? Papa et maman disent que tu es devenue folle et que tu refuses de leur parler. Qu'est-ce qu'il s'est passé? J'ai pris une grande inspiration. Tu te souviens de ce que ta mère a dit au barbecue juste avant que j'arrive? Silence. Tu veux dire quand elle a dit qu'elle espérait que tu avais eu un accident? Oui. C'est exactement ça. Emma est restée muette un moment. Je m'en souviens. J'ai ri aussi, mais je ne pensais pas que c'était grave. C'était une blague. Ce n'en était pas une pour moi, ai-je dit calmement. Ce jour-là, j'ai compris ce que ma famille pensait vraiment de moi. Et j'ai décidé de ne plus aider des gens qui souhaitent ma mort. Je suis vraiment désolée, Tata Judy, dit Emma d'une voix toute petite. Je ne voulais pas te blesser. Je le pense vraiment. J'ai réfléchi. Emma n'avait que 14 ans. Une enfant qui avait ri avec les adultes sans comprendre le sens de ce qu'elle faisait. Viens me voir demain, ai-je dit. On doit parler. Emma est venue le lendemain. Elle se tenait devant ma porte, hésitante, comme si elle doutait que je la laisse entrer. J'ai ouvert. Entre, lui ai-je dit. Nous nous sommes assises dans le salon. Emma regardait ses mains. Je suis vraiment désolée, Tata Judy, répéta-t-elle. Je sais que je te l'ai déjà dit au téléphone, mais je le pense. Je n'aurais pas dû rire. C'était méchant. Oui, c'était méchant, ai-je répondu, mais tu as 14 ans. Tu n'as pas mesuré la portée de tes mots. C'est ta mère l'adulte. C'est elle qui aurait dû savoir. Je sais, dit-elle doucement. Mais je me sens quand même mal. Je l'ai regardée. Elle semblait vraiment sincère. Je t'aime toujours, Emma. Mais je ne suis pas prête à te pardonner encore. J'ai besoin de temps. Je comprends, dit-elle. J'attendrai aussi longtemps qu'il faudra. Nous avons continué à discuter un moment, de l'école, de ses amis, de ce qu'elle voulait faire plus tard. C'était presque normal. Quand elle est partie, je me suis sentie un peu mieux. Les jours suivants ont été calmes. Puis ma famille a recommencé à venir chez moi. Mes parents sont venus les premiers. Ils ont frappé et appelé à travers la porte. Judy, c'est ridicule, disait ma mère. Nous sommes une famille. Tu ne peux pas nous tourner le dos pour une petite remarque. Je n'ai pas répondu. Tu es complètement déraisonnable, ajouta mon père. Ouvre cette porte. Je suis restée silencieuse. Le lendemain, Claire et Marc sont revenus à leur tour. Claire frappait fort. Tu es devenue folle, Judy. C'est insensé.
tu détruis notre famille. J'ai monté le son de la télé et continué à l'ignorer. Après plusieurs visites de ce genre, j'ai compris une chose. Je ne connaîtrai jamais la paix tant que je vivrai dans cette maison. Ils savaient où j'étais. Ils pouvaient venir quand bon leur semblait. Il fallait que je parte. J'ai appelé un agent immobilier, Thomas, celui qui nous avait aidés, mon ex-mari et moi, à vendre un bien locatif quelques années plus tôt. Je lui ai expliqué. Je veux vendre ma maison et acheter quelque chose de plus petit. Un appartement agréable, confortable, sans luxe, et surtout, je veux que tout se fasse discrètement. Ma famille ne doit rien savoir. Thomas m'a dit qu'il s'en occuperait. En moins de 2 semaines, il m'avait trouvé l'appartement parfait, dans un autre quartier. Plus petit, mais idéal, 2 chambres, une belle cuisine, beaucoup de lumière. La vente s'est conclue rapidement. J'ai commencé à emballer mes affaires en secret, un peu chaque jour, pour ne rien laisser paraître. Je n'ai donné ma nouvelle adresse à personne. Ni à mes parents, ni à Claire, ni même à Emma. Quand tout fut prêt, j'ai fait appel à des déménageurs et j'ai tout transféré en une seule journée. J'ai laissé mon ancienne maison vide, prête pour les nouveaux propriétaires. L'appartement coûtait moins cher, alors la différence a été versée sur mon compte épargne. 2 semaines après mon déménagement, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. C'était Claire. On est passé chez toi et on a vu que tu avais vendu ta maison. Où est-ce que tu vis maintenant? On doit savoir où tu es. Je n'ai pas répondu. Une semaine plus tard, j'ai reçu un courriel de mes parents. Ils écrivaient que je me comportais comme une folle, que j'avais abandonné ma famille et qu'ils avaient honte de moi. Le message se terminait par « Si jamais il t'arrive quelque chose, ne viens pas pleurer pour demander notre aide. Après ce que tu as fait, tu n'auras plus ta place parmi nous. » Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai supprimé. S'ils pensaient vraiment ça, alors tant pis. Je n'avais plus besoin d'eux non plus. Je n'ai plus parlé à aucun d'entre eux. Ni à mes parents, ni à Claire, ni à Marc. La seule avec qui je gardais contact, c'était Emma. Elle m'appelait parfois, et on se retrouvait dans un café pour discuter. Je ne lui ai jamais donné mon adresse. Je ne voulais pas qu'elle la transmette à ses parents. Quelques semaines après mon déménagement, Emma a fêté ses 15 ans. On s'est retrouvés dans notre café habituel. Je lui ai tendu une carte avec 500 € à l'intérieur. Ses yeux se sont écarquillés en l'ouvrant. « C'est pour toi, ai-je dit avec un sourire. Utilise-le pour quelque chose dont tu as besoin, lui ai-je dit. Je vais le garder pour acheter un ordinateur portable, répondit Emma. Pour la fac. Merci beaucoup. J'ai souri. C'est intelligent. Je suis fière de toi. Emma baissa les yeux sur son verre. À la maison, c'est un peu difficile en ce moment. Maman a dû prendre un 2e travail. Papa fait des heures supplémentaires. Ils ont du mal à payer le prêt et l'assurance santé. Je suis désolée de l'apprendre, ai-je dit, un peu sincèrement, mais sans réelle émotion. Ils parlent souvent de toi, continua Emma. Ils disent que tu devais les aider et que maintenant ils doivent tout faire seuls. Je les ai aidés pendant des années, ai-je répondu. J'ai donné 40 000 € à ta mère pour cette maison. J'ai payé ton appareil dentaire. J'ai acheté l'ordinateur de Thomas. J'ai aidé tes grands-parents à refaire leur toit et ils ont quand même souhaité que j'ai un accident. Alors maintenant, ils peuvent se débrouiller sans moi. Emma hocha la tête. Je comprends. Vraiment. Nous avons fini nos cafés et nous nous sommes quittés. 6 mois ont passé. Je m'étais bien installée dans ma nouvelle vie. Je faisais du bénévolat 2 fois par semaine à la banque alimentaire. J'avais commencé un cours de peinture au centre culturel. Je suis même partie un week-end à Annecy pour me changer les idées. J'étais heureuse. Heureuse de vivre seule, de faire ce que je voulais, sans me soucier de ma famille. Un jour, j'ai reçu un appel d'une fondation caritative avec laquelle j'avais collaboré pendant des années. Ils organisaient une collecte pour des familles sans abri et m'ont demandé si je voulais participer. En fait, ai-je répondu, j'aimerais faire un don. Oh? De combien? 100 000 €. Silence à l'autre bout du fil. C'est incroyablement généreux, Judy. Vous êtes sûre? Tout à fait. J'avais prévu d'offrir cette somme à Claire pour ses 40 ans. C'était censé être une surprise. Mais j'ai décidé de la donner à des gens qui en ont réellement besoin et qui sauront l'apprécier. J'ai transféré l'argent le lendemain. La fondation m'a envoyé une lettre de remerciement et m'a expliqué combien de familles seraient aidées grâce à ce don. 1 an s'était écoulé depuis mon déménagement. J'avais construit une vie entièrement à moi. Je me levais quand je voulais, je mangeais ce que je voulais, je faisais ce que je voulais. Personne ne me disait que j'étais déraisonnable. Personne ne frappait à ma porte pour me réclamer quoi que ce soit.
Je continuais à faire du bénévolat. J'avais rejoint un club de lecture à la bibliothèque. Je prenais des cours de yoga. Je m'étais fait de nouveaux amis, des gens qui ne connaissaient rien à mon histoire familiale et qui se fichaient de mon argent. Emma et moi, nous nous retrouvions toujours pour un café toutes les quelques semaines. Elle réussissait bien à l'école, parlait d'université. Elle ne me demandait jamais d'argent et j'appréciais cela. Parfois, je lui donnais un petit quelque chose, mais elle ne s'y attendait jamais. Un jour, elle m'a dit que Thomas avait demandé pourquoi je ne venais plus. « Qu'est-ce que tu lui as répondu ?» ai-je demandé. Je lui ai dit la vérité, que maman avait dit quelque chose de très méchant sur toi et que tu ne voulais plus fréquenter des gens qui te traitaient comme ça. Et comment a-t-il réagi? Il s'est senti mal. Il a dit qu'il ne comprenait pas ce qui se passait ce jour-là. Il a ri parce que tout le monde riait. Il est jeune, ai-je dit. Il ne savait probablement pas ce qu'il faisait. Tu crois que tu leur pardonneras un jour? M'a demandé Emma. J'ai réfléchi. Je ne sais pas. Peut-être qu'un jour, oui. Mais pardonner ne veut pas dire les laisser revenir dans ma vie. C'est différent. Emma hocha la tête. Je crois que je comprends. Par Emma, j'ai appris que Claire et Marc avaient encore des soucis d'argent. Le crédit les étouffait. Claire cumulait 2 emplois et était épuisée. Marc faisait toutes les heures sup possibles. Ils avaient dû résilier leur abonnement télé et couper sur plein de choses. Une part de moi avait un peu de peine pour eux. Mais la plupart du temps, je ne ressentais rien. Ils avaient fait leur choix. Ils m'avaient traité comme un guichet automatique, puis souhaité ma mort. Qu'ils assument maintenant. 6 mois plus tard, j'ai reçu un dernier email de mes parents. Ils écrivaient que j'étais une déception, qu'ils m'avaient mieux élevée que ça, que j'avais abandonné ma famille dans un moment difficile. Je l'ai supprimé sans répondre. J'ai aussi entendu dire qu'ils parlaient de moi à leurs amis, racontant que j'étais devenue folle, que je les avais coupés sans raison, que j'étais cruelle et sans cœur. Je m'en fichais. Les seules personnes qui comptaient connaissaient la vérité. Environ 18 mois après mon départ, j'ai reçu une lettre de Claire. Elle avait dû obtenir mon adresse, peut-être par Emma. La lettre était longue. Elle y disait qu'elle regrettait ce qu'elle avait dit au barbecue, que c'était une blague idiote, qu'elle ne le pensait pas, qu'elle me manquait et voulait qu'on se réconcilie. Mais ensuite, elle enchaînait sur leurs problèmes financiers, les factures, les enfants, les frais d'école. Elle espérait que je comprendrais et que je les aiderais. Son excuse était donc encore une demande d'argent. J'ai jeté la lettre à la poubelle. 2 ans après ce fameux barbecue, je me suis assise un soir dans mon appartement et j'ai eu une révélation. J'étais heureuse. Vraiment heureuse. J'avais la paix. J'avais des amis qui m'aimaient pour ce que je suis, pas pour ce que je pouvais donner. J'avais des activités qui donnaient du sens à mes journées. J'avais assez d'argent pour vivre confortablement et soutenir les causes qui me tenaient à cœur. Je n'avais plus besoin de ma famille. Et clairement, eux non plus n'avaient besoin de moi, sauf pour mon portefeuille. Parfois, je pensais encore à mon ex-mari. Nous étions restés en bons termes. Chaque année, il m'envoyait une carte de Noël. Et j'en faisais autant. Il ne savait rien de ce qui s'était passé avec ma famille. Nous ne parlions jamais de choses personnelles comme ça. Mais je lui étais reconnaissante, quand notre mariage s'était terminé, nous l'avions fait avec respect. Nous avions été gentils l'un envers l'autre, partagé les choses équitablement et tourné la page sans rancune. J'aurais aimé que ma famille en fasse autant. Emma a eu son diplôme du lycée à 18 ans. Je suis allée à la cérémonie, assise parmi les autres familles dans la salle. Claire et Marc étaient là bien sûr, mais nous ne nous sommes pas parlé. Nous n'avons même pas échangé un regard. Après la cérémonie, j'ai retrouvé Emma dehors. Je lui ai tendu une enveloppe avec un chèque de 5 000 € pour ses études. Je lui ai dit « Utilise-le pour tes livres, ton ordinateur, ou tout ce dont tu auras besoin. » Elle m'a serré très fort dans ses bras. « Merci, tante Judy. Tu as toujours été si bonne avec moi, même quand je ne le méritais pas. Tu t'es excusée et tu le pensais vraiment, ai-je répondu. C'est tout ce qui compte. » Emma est partie à l'université cet automne-là. Elle m'appelait parfois pour me parler de ses cours, de sa colocataire, de sa nouvelle vie. J'étais fière d'elle. Quant à moi, j'ai continué à vivre ma vie tranquille et paisible. Je faisais toujours du bénévolat. Je donnais à des associations. Je voyageais quand j'en avais envie. Je passais du temps avec des amis qui me respectaient pour la personne que je suis. 3 ans après ce barbecue, je peux dire honnêtement que ma famille ne me manque pas. Ni mes parents. Ni ma sœur. Ni son mari. La seule personne avec qui j'ai gardé un lien, c'est Emma. Et ça me suffit. J'ai appris quelque chose d'essentiel à travers tout ça. La famille, ce n'est pas qu'une question de sang.
C'est une question de respect, d'amour, et de la façon dont on se traite les uns les autres. Et quand quelqu'un te montre qui il est vraiment, crois-le. Ma famille m'a montré qu'elle ne me respectait pas, qu'elle ne me voyait que comme un portefeuille. Alors j'ai cessé de les valoriser. Et je n'ai jamais été aussi heureuse. Parfois, je repense encore à ces 40 000 € que j'ai donnés à ma sœur. Cet argent que je ne reverrai jamais. Oui, ça me dérange un peu. Mais ensuite, je me souviens des 100 000 € que j'ai donnés à la fondation. De l'aide que cet argent a apporté à de vraies familles, des familles reconnaissantes. Et là, tout reprend son sens. Aujourd'hui, j'ai 48 ans. J'ai une bonne vie. J'ai ma santé, mon chez-moi, mon indépendance. J'ai des amis, des activités,